C'est en vous souhaitant un bon et fructueux mois de mars que je vous souhaite la bienvenue sur la dernière grande édition de cette semaine sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. 29 ans après la conférence des forces vives de la nation, que retenir de l'expérience démocratique du Bénin? C'est entre autres principalement à cette question qu'a répondu le politologue et consultant sur les questions de jeunesse Fred Adriano Huenou au cours de l'émission spéciale du jeudi 28 février sur ESAE TV. À suivre donc dans ce journal une partie de son intervention. L'ONG béninoise Alinagnon, engagée dans la sensibilisation pour réduire les taux d'accidents et de décès sur les routes béninoises, œuvre depuis plusieurs années pour l'atteinte de cet objectif de stabilisation et de réduction à moitié de ces taux à l'échéance 2020. Sur la base de la décennie 2011-2020 décrétée, celle de la sécurité routière, vous suivrez le bilan à mi-parcours du président de l'ONG Alinagnon. Décès de Mohamed Ibitoche alias Stan Toron, on en parle encore et toujours à cet effet. Vous suivrez dans le développement de cette édition les souvenirs que gardent les Béninois de Papi Grandé. Le 28 février 1990 prenait fin la conférence nationale des forces vives de la nation, une rencontre historique qui a réformé les bases de la démocratie et de l'état de droit et qui a sonné le glas de 17 années de révolution marxiste-léniniste. 29 ans après, que retenir de l'expérience démocratique du Bénin? À cet effet, ESAE TV, lors d'une émission spéciale, a reçu Fred Adriano Huenou. Il est politologue consultant sur les questions de jeunesse. Lors de son intervention sur les 25 premières années d'expérience démocratique de 1991 à 2016, il a exposé l'état de la démocratie libérale qui, à son avis, n'était pas le modèle idéal. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre un extrait de ses propos lors de cet entretien avec Abdelkader Achirou. Le choix que nous avions effectué, je rappelle que en 90, nous sortions de 18 années de pratiques révolutionnaires marxistes-léninistes. Lorsqu'on a un peuple qui est sorti de 18 ans de révolution marxiste-léniniste et que sans transition, on passe vers une démocratie libérale, je crois qu'il y a beaucoup de risques. Et c'est ça ce que j'ai dit. C'est-à-dire les nôtres n'ont pas conçu, ou du moins ont mal conçu le libéralisme. Ils l'ont, en voulant se calquer sur le modèle occidental, alors que les réalités n'étant pas les mêmes sous nos cieux, ils ont alors pensé à la création d'une oligarchie nationale. Et cette oligarchie, rapidement, s'est vu couper des réalités du peuple souverain. Est-ce que c'était une oligarchie? Ce n'était pas dû au fait qu'il n'y avait personne pratiquement sur le terrain à l'époque? Écoutez, à l'époque déjà... Peut-être le terrain était vierge. À l'époque déjà, les acteurs politiques béninois pensaient qu'il fallait que l'État se désengage de l'édification d'une économie nationale et que l'État se désengage des secteurs vitaux de l'économie nationale. C'est dans ce cadre qu'ont été cédés, par exemple, sur le plan de l'agriculture, les outils industriels de la Sonampra et bien d'autres choses que l'État avait comme moyen pour édifier une économie nationale prospère et solide, en dépit des difficultés que la Révolution a connues, bien sûr. Vous savez, c'est le régime économique qui est le déterminant ou le support essentiel de tout pouvoir politique. Il va de soi que quand nous faisons l'option d'une économie libérale, c'est que nous sommes en train de rentrer dans un système capitaliste. Le libéralisme et le capitalisme sont des mots synonymes. Lorsque nous faisons le choix du libéralisme, nous devons être conscients que le libéralisme est un système qui divise la société en deux castes diamétralement opposées, les possédants et les non-possédants. C'est-à-dire que les possédants, ils ont le capital, ils décident, ils ont la capacité de s'imposer à toutes les autres couches de la société. Et par ailleurs, il y a le non-possédant. Mais très tôt, l'aspiration à cette oligarchie a concentré le pouvoir économique entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques et d'une minorité d'opérateurs économiques. Donc la situation a été constante de 91 à 2016. De 91 à 2016. Elle a été pareille. Elle a été pareille. Et quand elle a été pareille, quelle a été la conséquence immédiate?
c'est que nous avions eu de fait une caste d'acteurs politiques et d'opérateurs économiques qui soit coupée des réalités du peuple souverain. Alors quand les gens sont coupés de ces réalités, mais qu'ils sont dans les institutions, ça voudrait dire qu'ils ont une autre conception de ce que doit être le développement. Parce que si nous devons faire le bilan, nous devons faire le bilan sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social et en plus sur le plan politique. Sur le plan politique. Mais quand vous voyez cette oligarchie dont je parle, doublée à ce que j'appelle les maladies spirituelles ou l'état spirituel de la classe politique déjà depuis 1991, la classe politique qui est venue aux affaires à l'opposé des révolutionnaires. Restons avec Fred Adriano Hueno qui évoque les tares et les maladies spirituelles de la classe politique. Pour lui, cette classe politique a été prise en otage par une minorité arrogante qui s'est accaparée de tous les avantages et privilèges de l'État. Suivons-le à nouveau. Quand vous voyez cette oligarchie dont je parle, doublée à ce que j'appelle les maladies spirituelles ou l'état spirituel de la classe politique déjà depuis 1991, la classe politique qui est venue aux affaires à l'opposé des révolutionnaires. C'est quoi? Ces maladies spirituelles ou cet art. Et avec quoi? L'égocentrisme outrancier. C'est-à-dire que c'est le culte du moi ou de mon argent. De tout pour moi. Et de mon pouvoir. De tout pour moi et de rien pour les autres. Ce que les fables de nos traditions nationales appellent le bigotiement. Tout pour moi. Le tout pour moi et le rien pour les autres. Ensuite à cela, il faut y associer ce que j'appelle l'anarchie de grand seigneur. C'est quoi l'anarchie de grand seigneur? C'est-à-dire personne ne veut être le militant à la base pour apprendre, faire son chemin et être ensuite porté par ses camarades à la hiérarchie de ce qu'on est en train de faire. Mais dès le départ, tout le monde veut être le chef. C'est ça l'anarchie de grand seigneur. À cela, donc vous voulez dire que depuis 1991, il n'y avait pas eu de véritable le militantisme a nous avions eu jusqu'à récemment, oui. C'est vous qui parliez du bilan de 1991 jusqu'à 2016, nous avions eu jusque dans un passé récent plus de 250 partis politiques avec des contours idéologiques flous, avec des contours programmatiques flous, qui ressemblaient à des clans familiaux, à des entreprises familiales, ayant à leur tête un chef de clan, entouré de sa famille, avec des militants plus ou moins appréciés, qui sont chargés à la veille des élections d'organiser de l'agitation dans les fiefs électoraux, lesquels fiefs sont acquis soit à base de distribution d'argent ou de diffusion d'idéologies tribalistes et régionalistes. J'aime si bien la caricature que vous faites de ces partis politiques. Ce n'est pas une caricature, c'est une réalité. Mais ma question, peut-être mon inquiétude, c'est de savoir, est-ce que la situation était comme cela depuis 1991 véritablement? Parce que tel que vous le dites, c'est comme si le milieu était pervers depuis 1991. Non, mais alors écoutez, que donc estime que c'est progressivement avec le temps. Déjà en 1991, il y avait déjà les germes. J'ai dit que ce qui nous a trompés, et ça fait encore malheureusement le problème de notre pays 29 ans après, c'est l'option qui a été faite. C'est le choix politique, idéologique que nous avions Vous auriez effectué. souhaité quelle option, vous? Écoutez, vous auriez souhaité quelle option, vous? Moi, j'aurais été beaucoup plus pour une idéologie nationale plus humaine, plus sociale, qui tienne compte de la fraternité humaine, de la solidarité nationale et du progrès social. J'aurais été beaucoup plus pour que nous soyons tous êtres humains responsables du bien collectif du peuple. Je n'aurais pas été pour que nous mettions en avant la libre entreprise, le capital, l'argent, parce que la conséquence, c'est que progressivement, nous en sommes arrivés là, et au bout de 29 ans aujourd'hui, quel peuple ou quel pays sommes-nous devenus?
un pays laissé aux mains de riches jamais rassasiés. Et au bout de 29 ans, jamais rassasiés. Parce qu'il y en a, tant qu'ils ne sont pas présidents, ils veulent être députés. Quand ils ne sont pas députés, ils veulent être ministres. Quand ils ne sont pas ministres, ils veulent être DG. Et c'est la même crise de personnes. Voilà pourquoi je dis que notre pays aujourd'hui est laissé aux mains de riches jamais rassasiés. Quand je le dis, je parle de la classe politique béninoise en général. Je parle de la classe de nos aînés. La classe des aînés, mais il y a la jeunesse qui est là. Mais est-ce que la jeunesse, en son temps, a toujours eu des combats efficients pour pouvoir avoir une ascendance? Quel est le modèle? Les jeunes grandissent, on dit, même bête, même plumage. Les jeunes grandissent dans un système où ils voient faire. Vous savez, le peuple n'existe pas en tant qu'entité empirique, mais le peuple est une entité politique qui se construit de manière discursive. À l'approche des législatives d'avril 2019, l'institution de l'article 242 constitue une véritable problématique pour les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. En effet, après rejet de la requête de Nouroudine Sakasalé sur l'inconstitutionnalité de l'article en question, la Cour constitutionnelle déclare que l'article 242 n'est pas contraire à la Constitution comme l'a fait savoir le requérant dans son recours. Invité sur ESAE TV dans l'émission Invité le dimanche 24 février dernier, le député et membre fondateur du bloc républicain Gustave Sonon s'est prononcé sur le sujet. Il estime en effet que certains collègues se basent sur les moindres insuffisances du dit article pour ne pas l'appliquer. Je vous invite à l'écouter pour plus de précisions. Par rapport à cet article, on n'a pas utilisé le français facile qui permettrait de dire exactement ce que l'on pense. Sinon, l'esprit de la loi, c'était qu'on puisse limiter désormais le nombre de partis politiques au niveau du Parlement. Et dans le même temps, il ne faudrait pas que, en voulant limiter, qu'on soit contraint de retrouver un seul parti politique aussi dans le Parlement. Sinon, on risque de tomber dans le système du parti unique. Donc, je crois que c'est fort de ça que cet article a été libellé, où on a dit que l'attribution de sièges se fait avec les partis politiques qui auraient au moins 10% du suffrage national. Et comme je le dis, pour éviter qu'on n'ait pas un seul parti, parce qu'il se peut qu'on ait un seul parti politique qui ait les 10%, ou bien qu'on ait 0 parti politique qui n'ait pas du tout les 10%. Donc c'est pour ça qu'il y a eu maintenant les exceptions. Et c'est sur les exceptions qu'il y a les différentes interprétations. Je voudrais simplement dire que même la Bible, qui est le premier document, et que document écrit, inspiré par les hommes de Dieu, directement venant de Dieu, je crois que ça suscite aussi des interprétations jusqu'à ce jour. Donc ça paraît légitime. Tout le monde connaît. Hein, on sait ce qu'on veut dire. C'est vrai que ce n'est pas dit en français aussi facile. On connaît. Et on sait comment on va le faire. Mais comme on n'est pas d'accord, on s'offre sur maintenant les insuffisances de forme. Moi, je suis déjà heureux. Je suis heureux que la Sénat, qui est l'institution habilitée à procéder à l'attribution des sièges, que la Sénat a sorti une décision pour dire voilà comment nous allons interpréter cet article. À partir de ce moment, on devait se taire. Pour rappel, l'article 242 du Code électoral stipule que l'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
La décennie 2011-2020 a été décrétée celle de la sécurité routière. L'ONG béninoise Alignayon, engagée dans la sensibilisation pour réduire les taux d'accidents et de décès sur les routes béninoises, œuvre depuis plusieurs années pour l'atteinte de cet objectif de stabilisation et de réduction à moitié de ces taux à l'échéance 2020. Invité sur le plateau de ESAE TV, le président de cette organisation non gouvernementale présente ici les résultats à un an de cette échéance. Déjà, nous pouvons dire qu'à travers les actions que nous menons au quotidien, il y a un changement vraiment qui s'observe dans notre pays. Surtout que nous savons que à partir de 2011, les Nations Unies ont décrété la décennie d'action pour la sécurité routière qui permet d'agir de 2011 jusqu'à 2020. Et l'objectif, c'est de stabiliser d'abord le taux de décès dans nos pays et puis de les réduire de moitié. Alors, à travers les actions que nous menons, parce que nous avons pour rôle également d'amener le pouvoir public là où le pouvoir public n'agit pas, nous les accompagnons et puis nous les amenons à pouvoir voir réellement la réalité dans nos pays et agir. Donc, à travers ces actions que nous faisons, nous avons constaté à travers, par rapport au rapport de situation que nous avons reçu, le rapport de situation mondial sur la sécurité routière qui est sorti en 2018, en décembre passé simplement. Et nous voyons clairement que le Bénin, au niveau des décès, des accidents qui sont constatés par la police et récapitulés par le CNSR, nous voyons que nous sommes à 637 décès, comparativement à une moyenne qui était avant à 700 décès dans notre pays, par an dans notre pays. Mais il faut reconnaître que les estimations de l'OMS ne sont pas les mêmes, parce que les estimations de l'OMS intègrent un certain nombre d'éléments et qui prend en compte les décès qu'on enregistre au niveau des hôpitaux qui sont dus aux accidents de circulation. C'est un certain nombre de paramètres qui ne sont pas forcément pris en compte par les constats de la police. Et l'estimation de l'OMS nous amène à 2986 décès pour le rapport qui est sorti. Et quand on observe ces éléments, nous voyons que la situation est vraiment grave. Mais la situation est grave et on peut comparer ça avec la population du Bénin, parce que les accidents, on a pu les maîtriser au lieu que ça puisse doubler, parce que les estimations en 2011 faisaient que si rien n'a été fait, si rien n'est fait, en 2020, nous devons avoir une augmentation de 65% du taux de décès dans notre pays. Donc là, actuellement, ça a été stabilisé, mais il reste beaucoup d'actions, parce que quand on parle d'environ 3000 décès dans notre pays, c'est comme si nous prenons des gens, nous les mettons dans le palais des congrès, et puis 3 fois, et nous les exterminons. Et ça se passe chaque année dans notre pays. Il faut dire réellement que c'est une situation très grave dans notre pays. Et puis les usagers vulnérables sont impliqués à 75%. Parmi tout ce que je viens de vous dire, ils sont les décès, on a 75% dans le rang des usagers vulnérables. Usagers vulnérables, c'est-à-dire des piétons, et les 2 roues et les 3 roues. Vous voyez donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Il y a un travail à faire dans les écoles, il y a un travail à faire par rapport à nos conducteurs de 2 roues. Les étudiants de l'École supérieure d'administration de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont une fois encore sacrifié à la tradition propre à cette école prestigieuse du vendredi culturel le 22 février dernier, répartis en plusieurs ateliers dont le génie en herbe, l'anglais, la chorale, la musique moderne et la danse. Ces étudiants se sont entraînés avec abnégation sous la houlette de leurs divers encadreurs. Retour sur quelques séquences de ce 13e vendredi culturel avec les étudiants de l'ESAE. Gloria
Le monde musical béninois est en deuil depuis le mardi dernier. Le peuple béninois pleure le célèbre artiste Stan Toron, décédé le mardi 26 février 2019 en France, où il recevait des soins depuis quelques jours. Auteur, compositeur et chanteur, l'homme a marqué la musique béninoise pendant plusieurs décennies en révolutionnant le rythme traditionnel Tchenkoumé. Les populations très affectées par ce départ brusque ont exprimé leur peine tout en rappelant des souvenirs marquant sa carrière musicale. Ils étaient au micro de Marcel Fondji et de Dorcas Gamagba. C'est avec beaucoup de consternation que j'ai appris cette nouvelle parce que Toron Stan, c'est une icône de la culture béninoise. Je ne dirais pas seulement de la musique béninoise, mais de la culture béninoise. Parce qu'il a été le premier à moderniser un rythme qui a fait le tour de l'Afrique et le tour du monde. Je me rappelle que voilà l'homme qui a discipliné les pirates. Quand il présidait la Commission nationale de lutte contre la piraterie, c'est quelqu'un, quand il vient, avec sa posture d'homme géant, costaud et tel qu'on le connaît, même sans avoir sur lui une arme à feu ou une arme blanche, les pirates détalent. J'étais allé chez lui à Guégamé, on m'a dit que le roi est en train de faire la sieste et quand il fait la sieste, on ne le réveille pas. De revenir dans 1 ou 2 heures, je ne sais plus combien de temps on m'a donné. Quand j'étais revenu, j'entendais la voix du roi en train de chanter vraiment à très haute voix. Et j'entendais du bruit comme quelqu'un qui se lavait. J'ai compris effectivement que le roi Stan Toron était en train de prendre sa douche et tout en se douchant, il chantait à haute voix. Je l'entendais sur la cour chanter. Et ça a été... Et ce qu'il chantait, je ne connaissais pas ça. Lorsque nous écoutons par exemple son plus grand succès, Ahwa Matizo, cet album entièrement a été arrangé par un Camerounais du nom de Ile Penda, qui est décédé l'année dernière malheureusement avant Toron. Donc c'est quelqu'un qui sait composer sa musique, qui sait travailler sa musique. Et ce que je ne retrouve pas très souvent aujourd'hui au niveau de nos artistes. Mais c'est quelqu'un qui aimait la musique. Il a sacrifié sa vie entièrement à la musique. Toron, je connais ce monsieur-là maintenant il y a longtemps. Il y a longtemps, et c'est quelqu'un qui chante bien. Et même son premier morceau, c'est Yalo. Yalo de... En tout cas, quelque chose comme ça, quoi. C'est son premier morceau que je connais en lui et il chante bien quand même, qui dit ce qu'il pense dans son rythme de Tchenkoumé modernisé façon là. Même son cursus scolaire, il me semble qu'il a fait avec Bégamé. Et dans le temps avec les Angéliques Kidjo et autres là. Jamo Jamoe, Jamo Jamoe, Jamo Jamoe, Jamo Jamoe. Aye o wa, aye o ase o wa, aye o wa, aye o ase o wa. Aniche, 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 oh, aniche, 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 aye o wa. Oui, c'est un morceau qui appelle au travail. Il appelle tout le monde à se consacrer au travail. Comme quoi, c'est seulement le travail qui peut nous sauver dans nos difficultés. Parlons spiritualité à présent. Entre la réincarnation et le karma, il n'y a qu'un pas. En effet, la réincarnation, c'est l'incarnation dans un nouveau corps et le karma, le dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Il est ainsi établi le lien avec l'affirmation selon laquelle tout se paie ici-bas. Suivant à ce propos le visionnaire astrologue Rabitan, il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. La réincarnation et le karma se rejoignent parce que la réincarnation vous permet de vivre votre karma.
La réincarnation vous permet de vivre votre karma. La réincarnation, ce n'est que quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est parti, mais qui revient. Mais ne peut plus revenir physiquement, mais revient par son âme. Et son âme vient maintenant prendre une autre chair pour réapparaître. C'est ça que nous appelons la réincarnation. Et cela maintenant vous permet d'épuiser maintenant les peines qui vous attendaient ou bien les fautes que vous avez commises pour pouvoir être maintenant saints. Parce que Dieu nous a tous créés pour que nous soyons saints. Et pour être saint, vous avez besoin de vous perfectionner. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens qui naissent aussitôt et 2 jours, 3 jours, ils partent. Nous ne devons pas en pleurer. Parce que peut-être que ce dernier, c'est par là qu'il veut purger ses peines et il lui reste seulement 3 jours pour finir. Il n'avait pas fini, il est parti. Vous êtes resté dans le ventre de votre maman. Vous avez pris tout ce elle vous aurait envoyé. Tout ça, c'est pour vous purifier et vous ressortez. Et 3 jours, 4 jours, vous partez. Vous allez voir des gens, peut-être, c'est à fleur d'âge, on dit à 21 ans ou bien à 20 ans, il est parti. C'est parce que le moment est venu pour lui, pour partir. Ou bien, l'enfant naît et à 7 ans, le temps de ne pas pouvoir déjà commencer par faire des péchés qui vont l'entraîner dans autre chose, il va partir. Donc c'est ça que nous appelons la réincarnation. Donc la réincarnation, nous devons savoir que ça existe. Et ça existera toujours. La réincarnation se trouve dans la Bible. Mais vous allez voir par contre les chrétiens, quand on parle de la réincarnation, ils disent que la réincarnation n'existe pas. Or, dans la Bible, dans Matthieu 13, vous allez voir quelque part, les disciples de Jésus lui demandaient, mais, non pardon plutôt, c'est Jésus qui demandait. Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et les disciples commencent, les autres ont dit, ah, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Mais pourquoi il dit ça? Qui dit-on que je suis? Et vous allez voir que tous ceux qu'ils ont cités, ce n'est pas des gens qui existent encore. C'est que c'est des gens qui ont existé et on dit que c'est eux qui sont revenus. Ce n'est que ça que la réincarnation. Et la réincarnation vous permet de venir équilibrer ce que vous avez toujours fait de mal. Vous prenez par exemple l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était Élie. Le prophète Élie, c'était Jean-Baptiste. Le prophète Élie a eu à décapiter 400 prêtres. 400 prêtres, il les a décapités, mais étant donné que c'était un prophète. Mais quand il est parti, Dieu lui a dit, non, tu vas revenir pour payer pour ce que tu as fait. Et effectivement, il est revenu, il est rentré dans la chair de... Il est revenu avec la chair de Jean-Baptiste. Et même avant qu'il ne soit né, son père, qui est Zacharie, qui a mis au monde Jean-Baptiste par le biais de Élisabeth, qui est la cousine de Marie, quand il était en train de prier, l'ange lui est apparu pour lui dire, tu auras un enfant qui aura l'esprit de Élie. Quand on dit l'esprit de Élie, qu'est-ce que vous cherchez encore à voir? On dit un esprit. L'esprit est unique. Chacun de nous, nous avons notre esprit. On dit l'esprit de Élie. Ça veut dire que c'est cet esprit qui revient dans une autre chair. Et effectivement, quand il est revenu, lors d'une soirée, Hérode était là avec tous ses invités pour son anniversaire. Et sa petite fille était en train de danser. Il dit à sa petite fille, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Et la petite fille dit, je veux la tête de Élie et de Jean-Baptiste. Mais parce que Jean-Baptiste avait coupé la tête aux gens, effectivement, on lui a coupé la tête. Parce que tout ce que tu as fait, tu dois le payer. Donc ne pensons pas que, oui, il a des gens, on constate qu'il y a des gens qui ont maltraité, qui ont fait beaucoup de mal, mais qui sont morts sans payer. Ils vont revenir pour payer. Ils vont revenir forcément pour payer, sinon ils n'auront pas l'équilibre. Donc ce n'est que ça que la réincarnation, et la réincarnation vous amène vers votre karma. Tout se paie ici-bas, vous allez venir ici pour tout payer. Parce que c'est sur la terre que se trouve l'enfer, et c'est ici que vous allez vivre votre enfer. Page Sport avant de refermer cette édition. De Fousseni Lazadi à Mouri Ogoubiyi en passant par Razak Omotoyosi et Jean Ogouchi, ils sont nombreux ces anciens internationaux béninois qui ont signé leur retour dans le championnat national de première division. Quel est et va être leur apport au niveau des clubs, voire sur la visibilité de la Ligue 1, suivant le regard de Wilfried Ayedon, chroniqueur sportif indépendant, Arnaud Akakbo, reporter sportif à la radio Cap FM et René-José Sagbo, directeur du site JP Sport Bénin. C'était sur l'émission Sport Plus du mercredi dernier. Je pense que c'est une bonne chose pour ces internationaux-là qui, depuis quelques années, sont un peu sur le carreau, de revenir dans le championnat pour, n'est-ce pas, élever le niveau et la visibilité, n'est-ce pas, du championnat. Donc, personnellement, je pense que ça aura un apport qualitatif sur la visibilité du championnat. Et aussi, même si ces internationaux-là, je vais parler de Mouri Ogoubiyi et Razak Omoto aussi, sont un peu
depuis quelques années dans l'inactivité. Je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup dans les vestiaires, dans les équipes là où ils ont signé. Ils peuvent aussi beaucoup conseiller les jeunes frères avec qui ils évoluent pour redresser un peu la pente au niveau de ces équipes-là. Lorsqu'on parle de Mori, Ogumbi, Razak Omotoyo aussi, ce sont des joueurs qui ont marqué de leur empreinte le Bénin. On connaît ce qu'ils ont fait, Mori. Lorsque les gens vont apprendre que, attention, Mori est en train de jouer au Bénin, oui, même si ce n'est pas des recruteurs français, des recruteurs espagnols qui vont venir, toujours est-il que des gens ont quitté le Nigeria, des gens ont quitté le Togo, les gens ont quitté la sous-région pour venir à Mori joue encore au Bénin, même à l'interne. Les supporters qui réchignaient, qui dédaignaient sortir samedi ou dimanche pour aller suivre des matchs de Dragon aujourd'hui peuvent se dire attention, il faut que j'aille voir Mori de quoi il est encore capable. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de ticket, mais déjà, ils vont se donner encore une autre, dimension. Et donc, oui, c'est déjà un coup pour eux. Bon coup pour ces clubs, je ne sais pas. Seul l'encadrement technique de ces clubs savent les raisons qui motivent le retour de ces joueurs. Pour le championnat, oui, effectivement, ça va drainer un peu de monde pour aller voir ce qu'ils peuvent apporter. Ben, au-delà de tout ça, je me demande un peu qu'est-ce qui peut un peu motiver ces retours au niveau des clubs. On verra bien. Mais pour ce qui me concerne, au-delà de tout le tapage qu'on observe, la visibilité qu'on puisse avoir, c'est de voir ce que ça va donner par la suite pour ces clubs. Parce que vous voyez bien, quand vous prenez aujourd'hui les Dragons 12e, ils sont quand même dans le bas du tableau. Vous avez l'US Craqué 9e, pas trop bien placé pour les ambitions du président Magloire Oké. Espérons qu'avec la phase retour, l'apport de ces joueurs puisse un peu faire remonter ces équipes dans le haut du classement. Encore que là, il faudrait jouer avec la structure des clubs telle que ça fonctionne, les encadrements techniques. Une semaine plus tôt, toujours sur l'émission Sport Plus, l'ancienne arbitre internationale béninoise Rafiatou Sitou n'a pas trouvé une base légale aux sanctions infligées à certains de ses jeunes collègues et inspecteurs des hommes en noir par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football pour insuffisance de prestations. Des décisions est donnée comme raison insuffisance de prestations. Ça veut dire quoi, insuffisance de prestations? Celui qui n'est pas arbitre, qui prend cette décision et qui lit, veut savoir concrètement ce qu'on reproche à l'arbitre. Mais sur cette décision, nulle part on ne voit ce que les techniciens reprochent aux arbitres. On met pour tout le monde insuffisance de prestations. Insuffisance de prestations. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on nous dise, l'arbitre, il a commis telle erreur. Encore que, on ne peut réellement juger du fait qu'un arbitre a commis des erreurs non pardonnables dans un match, que si l'arbitre fait des fautes techniques. Au Bénin, je ne pense pas que les arbitres commettent régulièrement des fautes techniques sur les matchs. Ce sont des erreurs d'appréciation. Et je continue de le dire, ça arrive toujours et cela arrivera toujours. Je vais rebondir sur la question des inspecteurs dont vous parlez tout à l'heure. Moi, quand j'officiais à l'international, sur le plan international, des fois, vous n'avez même pas la chance de rencontrer votre inspecteur. Il vient, il fait son travail et il s'en va. Vous n'êtes qu'en communication, en relation qu'avec le commissaire au match. Mais au Bénin, qu'est-ce qu'on reproche? Déjà, à la pause, le commissaire descend, il va donner des consignes à l'arbitre qui est déjà sous tension sur son match, qui est peut-être fatigué, qui peut-être se reproche des choses sur le match. On vient, on fait du bruit sur lui, on lui dit, toi tu es officier de match. Est-ce que vous pensez que cette attitude permet à l'arbitre de s'améliorer pour la deuxième mi-temps ou bien ça va l'entraîner à sortir davantage de son match? C'est aussi des choses qu'il faut que nos responsables d'arbitre aujourd'hui entrent dans leur manière de travailler, qu'ils corrigent certaines choses vis-à-vis des inspecteurs et que vraiment, véritablement, les inspecteurs qu'on envoie sur les matchs, qu'on leur fasse un recyclage, parce qu'ils sont formés, connaissent les lois du jeu, qu'on leur fasse un recyclage par rapport aux nouvelles modifications des lois du jeu et qu'ils fassent réellement le compte rendu de ce qu'ils ont vu sur le terrain.
Et à la base de ce compte rendu, on peut maintenant décider de ce qu'un arbitre est en erreur, un arbitre a commis des fautes ou pas. Moi, je dirais que ce n'est pas une façon de se rattraper. Ces sanctions-là, c'est plutôt une manière de se ridiculiser et donner raison à ceux qui pensent que la commission d'arbitrage ne fait pas du bon travail. Ce n'est pas en sanctionnant les gens que vous allez améliorer leurs prestations. La personne fait mal. Il faut recycler. Voilà. Il faut encourager, il faut permettre à la personne d'améliorer ses performances. Je vais donner un exemple. Bon, je vais caricaturer autrement. Vous avez votre enfant en classe de CM2 qui doit faire la dictée à l'examen et qui chaque fois, vous lui faites la dictée, il fait 20 fautes. Chaque fois, il fait 20 fautes et vous dites, bon, parce qu'il commet beaucoup trop de fautes en dictée, je ne vais pas le préparer en dictée, il va rester 2 mois sans faire la dictée. Le jour de l'examen, il va faire combien de fautes? Il va faire plus que 20 fautes. Vous l'enfoncez, c'est assez édifiant. Oui. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas parce que les arbitres commettent des erreurs qu'il faut leur dire allez vous garer à la maison pendant 4 matchs ou bien pendant 6 matchs et revenez pour améliorer votre prestation. Ce n'est pas possible, ça ne va pas se faire. Maintenant, quant à la question de tirage au sort, on en a déjà vu faire dans ce pays. Je ne sais pas si c'est ça qui va améliorer la prestation des arbitres non plus. Encore que, je suppose, hein, ce sont des hommes qui font le tirage. Et chacun peut dire ce qu'il veut, puisque, sauf que je le dise, les responsables d'équipe, presque tous les responsables d'équipe se retrouvent au sein du comité exécutif de la fédération. Pendant ce temps, la Ligue 1 se poursuit. Elle aborde sa 18e journée ce week-end avec demain le derby Asvo-US Craqué à Dangbo. Le même jour, choc entre Assos et Tonnerre à Charles de Gaulle. Buffle JAC au stade municipal de Parakou. Le dimanche, ESAE FC accueille Panthère de Djougua René-Pleven. Ayéman Dragon à Misérité et Béké. JSP au stade Bioguera de Bembereke. En Ligue 2, c'est la 17e journée qu'on va disputer ce week-end. Taneka Akanke, Espoir de Savalou, Delta de Glazoué, AS Cotonou UNB Requin, JSA et le choc des premiers entre le leader Ruel Sport de Parakou et son dauphin Audio FC de Comé sont notamment les affiches au programme. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de cette édition. Agréable week-end à chacun et à tous.